12. 2025, nous sommes dans la 4e année et au jour 303 depuis le début de l'invasion totale. Soyez les bienvenus, je vous salue. Au rapport de situation quotidien. Le rapport d'aujourd'hui mentionne de nouvelles attaques de drones sur des industries russes, des attaques contre des colonnes russes près de Kostiantynivka et Oropylia, ainsi que les premières missions de combat des chars Abrams australiens côté ukrainien. De plus, des décisions inhabituelles et des rapports internes mettent en lumière des problèmes structurels au sein du commandement militaire russe et l'écart croissant entre la situation de propagande et la réalité du front. Mais avant tout, un grand merci à un spectateur de la chaîne de très longue date qui a envoyé cette superbe photo. Stéphane a intégré le logo War and Tactic dans le système de refroidissement de son PC et je trouve ça vraiment impressionnant. Le nouveau Léopard Duo de la boutique War and Tactic s'intègre aussi parfaitement à l'image. Ceux qui l'ont commandé avant Noël devraient déjà avoir reçu leur photo sur verre. Ceux qui en veulent un aussi peuvent à nouveau en commander maintenant. Elles arrivent toujours groupées vers fin janvier, car nous devons commander par lot. Le lien est dans la description sous Nerdbase. Mais si vous avez des patchs ou d'autres contributions assez créatives avec le logo War and Tactic, des t-shirts ou autre chose, alors envoyez-les-moi volontiers. J'aime rappeler cela dans le rapport, car sans cette formidable communauté, rien ne serait possible et chacun doit le voir. Avant de nous plonger en Ukraine, jetons un rapide coup d'œil outre-mer, car il y a là-bas une information assez intéressante qui a attiré l'attention ces dernières heures. Pour la première fois, une classe de navires de guerre moderne sera nommée d'après un dirigeant politique encore vivant. C'est extrêmement inhabituel, même à l'échelle internationale. Historiquement, même les États autoritaires ont généralement respecté cette limite. Ni le Troisième Reich, ni l'Empire du Japon, ni l'Union soviétique sous Staline, ni la Corée du Nord n'ont nommé de navires de guerre d'après des dirigeants en exercice. Le seul cas à peu près comparable que j'ai pu trouver était le porte-avions soviétique Leonid Breinev, au début des années 1980. Donc un produit du culte de la personnalité tardif, qui a ensuite été discrètement corrigé lorsque le navire a bien sûr été renommé. Ce tabou persistant depuis des décennies n'est pas dû au hasard. Premièrement, les marins et nos pilotes sont assez superstitieux, et deuxièmement, d'un point de vue militaire et politique, il est considéré comme très risqué d'associer directement des systèmes d'armes à une personne vivante. Si cette personne tombe plus tard en disgrâce, meurt, est destituée ou discréditée, alors je dirais, entre guillemets, cette mauvaise réputation se transmet aussi au système lui-même, même si techniquement tout devrait aller bien. Mais Trump ne s'attend évidemment pas à cela, car en tant qu'empereur Dieu, il ne peut jamais tomber en disgrâce. Mais ce qui tombe du ciel, ce sont des drones, les Ukrainiens ayant mené une nouvelle attaque contre l'usine pétrochimique Stafrolen. L'installation dispose d'un cycle complet de traitement des hydrocarbures et produit également des polymères utilisés pour les composites, les éléments de structure, les joints et l'isolation. Ces matériaux se trouvent bien sûr dans presque tous les produits dont l'armée a besoin, et ils sont donc largement utilisés dans l'équipement militaire, notamment dans la production de composants pour drones, que les Russes envoient aussi chaque jour en Ukraine. Hier, nous avons vu les Russes traverser les champs à cheval pour entrer en Ukraine et y attaquer. Vous pouvez imaginer le résultat si vous n'avez pas vu le rapport d'hier. Mais aujourd'hui, nous voyons une meilleure alternative, sans avoir à envoyer les pauvres chevaux ou ânes avec leurs cavaliers à une mort certaine. La solution, la bicyclette. Ici, un groupe de cyclistes russes se dirige vers la zone d'opération, rappelant les compagnies cyclistes des 2 guerres mondiales. Tout comme pour les chevaux, il y a une bonne raison pour laquelle de telles unités diminuent depuis la Première Guerre mondiale et existent à peine aujourd'hui. À Kostiantynivka, les Russes ont attaqué hier par la route sud, stoppée à l'épingle bleue. Vous pouvez de nouveau imaginer le résultat de l'attaque. Toute personne normale, qu'elle ait un passé militaire ou non, devrait désormais savoir qu'avec une densité de drones comme ici, une attaque en colonne sur des terrains ouverts est absolument mortelle. À l'épingle rouge, les Russes ont attaqué les Ukrainiens avec de l'artillerie. On peut donc supposer qu'ils tiennent toujours leur position en périphérie de la ville. Les Russes ont sans doute tenté d'empêcher les Ukrainiens d'entrer pour éviter que la colonne ne se retrouve dans des combats de rue, mais elle n'a même pas pu atteindre la localité. Hier, nous avons également vu comment les Russes ont de nouveau mené une attaque de colonne dans la région de Dvoropilia. Le résultat, elle a été similaire à ce que nous venons de voir. Nous connaissons déjà cela. Cette fois, toutefois, les critiques russes sont arrivées très rapidement et directement de leur camp.
Le blogueur militaire russe Romanov a vivement critiqué l'échec de l'attaque d'hier dans la région de Dvoropilia. Le commandant Akhmedov. Il a présenté l'infraction comme une répétition des erreurs précédentes à Pavlivka et Vuhledar et a reproché à Akhmedov d'avoir sacrifié une colonne d'environ 30 véhicules alors qu'il disposait désormais d'une plus grande marge de manœuvre. Et pas seulement la colonne, mais aussi les marins qui étaient avec eux. Selon lui, l'attaque a causé de lourdes pertes sans réel gain de terrain. Sa méthode se limitait toujours à avancer en colonne. Ce sont les fusiliers marins qui ont dû en payer le prix. Au final, il reprend les mots que j'ai moi-même utilisés hier et ajoute ensuite un nombre approximatif de véhicules. 30, c'est presque le double de ce à quoi je m'attendais. Et cela nous montre clairement que l'ampleur de l'attaque dépasse largement ce qui avait été signalé au départ. Bien sûr, si ces informations sont exactes. Du même secteur, il y a également le rapport que les premiers M1 Abrams australiens, qui n'ont été livrés complètement qu'il y a quelques jours, ont déjà participé à leur premier combat sur le front. Comme on peut le voir, ils ont tiré des leçons des erreurs précédentes et ont également renforcé ces chars avec un blindage réactif. Souvenez-vous des Abrams américains qu'ils ont utilisés lors de leur offensive d'été 2023 dans le sud, c'est-à-dire à Zaporizhia. Ils les ont utilisés presque tels qu'ils ont été livrés. Au final, ils ont simplement ajouté un peu plus de camouflage, mais presque rien contre les drones, ce qui a évidemment entraîné de nombreuses pertes dès les premiers jours. Comme mentionné, elle a reçu des blindages réactifs et une cage anti-drone sur la tourelle. Les chars restent essentiels dans une armée, même si les drones dominent désormais. Mais du côté russe, on répand ce que j'appellerais la sagesse selon laquelle il n'est plus nécessaire de fabriquer des chars, puisqu'ils peuvent être détruits par un simple drone bon marché. Ce sont eux qui fabriquent sans cesse de nouveaux chars. En temps de guerre, une invention en remplace toujours une autre. Mais il y aura aussi, à un moment donné, de bonnes et fiables solutions contre les drones, des solutions capables de protéger les chars contre les drones. Ils redeviendront très pertinents sur le champ de bataille, car ils restent une part essentielle de toute armée. Un jour, on inventera quelque chose pour contourner ce mécanisme, et tout repartira de zéro. Selon un rapport du Financial Times, il semblerait que Poutine reçoive régulièrement, lors de briefings internes, une image politique de la situation au front trop optimiste. Les succès seraient exagérés, les pertes ukrainiennes bien sûr largement surestimées, et certains revers simplement minimisés. Comme exemple, le Financial Times cite notamment les annonces répétées de succès russes à Kupiansk, qui ne correspondent pas aux preuves vérifiables publiquement. Je le dis depuis des années, comme toute personne normale, cela se sait déjà. Les informations russes, surtout lorsqu'elles proviennent de sources officielles, ne correspondent généralement pas à la vérité. Mais pour la décision russe, ce n'est pas anodin. Si la direction politique suppose un élan opérationnel continu, la volonté de compromis réaliste, notamment sur les cessez-le-feu, diminue, ceci semblant prématuré pour Moscou. Le Financial Times qualifie cette dynamique d'amplificatrice, car une image embellie renforce les attentes de victoire. Cette attente met plus de pression sur les niveaux subalternes pour annoncer des succès, rétrécissant le champ des décisions objectives. Il faut distinguer le récit politique de la situation réellement fiable. La Russie devrait annoncer des avancées à des fins de propagande. Cependant, la thèse du Financial Times est que ces distorsions finissent par avoir un impact interne et favorisent ainsi des erreurs de calcul stratégique, parce que la direction et le haut commandement n'agissent plus sur la même réalité. Et c'est là que des décisions sont prises, qu'on ne peut pas prendre parce qu'elles semblent absolument insensées sur le terrain. Je vais juste le montrer sur la carte pour mieux visualiser. Imaginez que les Russes souhaitent avancer de cette zone vers ce village tenu par les Ukrainiens. Et bien sûr, ils décident de passer par cette route ici. Bien, si vous voyez cela sur la carte, alors vous savez. Ces deux endroits ici sont très probablement toujours sous contrôle ukrainien, car les Russes n'ont pas annoncé de prise de terrain ici. Donc si vous êtes un commandant sur place, vous savez que ces deux endroits appartiennent aux Ukrainiens. Il y a un danger là-bas. Donc pour atteindre ce village, je dois soit les contourner, soit d'abord les conquérir. Imaginez cela. Mais un autre commandant rapporte à l'état-major que ces deux endroits ont déjà été conquis depuis longtemps par eux. Et 10 millions d'Ukrainiens et 20 000 soldats de l'OTAN y reposent. Il transmet le rapport présenté à Poutine, puis la décision est prise au plus haut niveau. Oui, si ces deux endroits sont à nous, nous pouvons attaquer le village suivant sans problème. On prépare un ordre d'attaque et confie à une autre unité, jusque-là absente de la zone, la mission d'avancer ici, en précisant que ces deux lieux leur appartiennent déjà.
Ils avancent ici et deviennent des cibles, attaqués des deux côtés, car les Ukrainiens visent les soldats imprudents. Attaque ratée, soldats tués, colonne anéantie. Pourquoi ? Car chacun apporte quelque chose de différent et revendique trop de terrain qui ne lui appartient pas. C'est ainsi qu'ils imaginent les choses à grande échelle, comme la prise de Kupiansk qui n'a jamais eu lieu. Et pour cela, un remerciement particulier à l'équipage Algel, aux membres de Konami, et surtout au lieutenant-colonel Renek, Robert Ziller et Dietrich. Et je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et à bientôt pour le prochain rapport de situation.